Bonjour tout le monde. On va faire ensemble aujourd'hui un cours très important en pathologie infectieuse, les infections à staphylocoque. Les objectifs de ce cours, c'est connaître les principes pathologies provoquées par le staphylocoque et principalement le staphylocoque aureus, connaître la pathologie et la pathogénie du staphylocoque aureus et surtout comment diagnostiquer et traiter les différentes infections à staphylocoque. Le plan, on va introduire, puis on va parler de la bactériologie, l'habitat de la bactérie. On va parler un peu de la physiopathologie et les pouvoirs pathogènes des staphylocoques. Principalement, on va parler surtout au staphylocoque aureus, les infections provoquées par cette bactérie, cutaneuse muqueuse et bactériémie, et les syndromes toxiniques. On va parler secondairement des infections par le staphylocoque coagulose négatif, comment diagnostiquer la pathologie, comment traiter et comment prévenir. Alors, comme introduction, il faut savoir que les staphylocoques, ils ont une manifestation clinique très polymorphe. Ça peut aller d'une infection très banale cutanée jusqu'à des formes plus graves, plus sévères, polyphyséales. Le staphylocoque aureus, c'est le genre le plus virulent, le plus répandu. Il est généralement responsable des infections cutanées banales, mais aussi d'infections plus graves, à savoir des pneumonies, endocardites, infections osso-articulaires et autres. Et on verra après dans le cours. Certaines souches de staphylocoque peuvent élaborer des toxines et peuvent être responsables d'infections ou plutôt d'un syndrome toxinique. En plus de ça, les infections à staphylocoque peuvent être responsables d'infections nosocomiales. Les staphylocoques, c'est des coccygrammes positifs. Ils sont groupés en amas. On voit l'image en microscope électronique. Staphylo, en grec, c'est les grappes de raisin, parce qu'elle a la forme de grappes de raisin lorsqu'on les voit dans le microscope électronique. C'est des germes aérobies, mais ils peuvent être des anaérobies facultatifs. Ils sont extrêmement répandus dans la nature. On les trouve dans les eaux, les sols, les airs, les surfaces et les objets. Et dans ce milieu extérieur, ils ont une très résistance à l'environnement hostile. Ils peuvent supporter la chaleur, la sécheresse, l'acidité et le milieu salé. De plus, ils sont naturellement résistants à la pénicilline. Le genre Staphylocoque regroupe plus de 44 espèces, mais on distingue deux grandes espèces. Il y a les Staphylocoques à coagulose positive, le fameux Staphylocoque appelé doré. Il est appelé doré parce qu'au cours de la culture, on voit des colonies qui vont apparaître, ils ont la coloration dorée. Déjà, l'aspect de la culture peut donner l'espèce. On les appelle aussi coagulases positives parce qu'ils ont la possibilité de produire un enzyme coagulase. Ça, ce qu'on appelle le staphylocoque aureus. Une autre entité, c'est les staphylocoques à coagulose négative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de sécréter une coagulase. On les appelle encore des staph blancs parce que au cours de leur culture, il y a des colonies qui vont pousser et ils ont l'aspect blanchâtre. Par contre, ici, il n'y a pas un seul genre, mais il y a une dizaine de genres, d'espèces. Par exemple, le Staphylococcus epidermidis, le Staphylococcus, les Mophilococcus, hominis. On ne va pas tous les citer. C'est des germes moins virulents et c'est des germes commensales. On va après les détails. Le réservoir naturel de ces bactéries, c'est principalement l'homme et les animaux à sang chaud. On les trouve dans la peau, dans les muqueuses. Ils peuvent être éliminés dans les milieux extérieurs. Chez l'être humain, le portage principalement, les staphylocoques sont, surtout pour le staphylocoque aureus, l'hébergement se fait au niveau des fosses nasales. 30% des adultes sont des porteurs permanents et 50%, il y a un portage
intermédiaire ou intermittent. Les fosses nasales, c'est le principal lieu de colonisation, mais on peut les trouver dans d'autres zones de peau humide, à savoir les aisselles, creux, périnée, les mains. La transmission interhumaine peut se faire par contact direct, maniportage, ou bien en manipulation plus rarement des objets contaminés, à savoir la literie ou autre. Pour le pouvoir pathogène, on va principalement parler du Staphylococcus aureus parce que c'est une bactérie qui est très virulente, très armée. Elle a des facteurs qui l'aident à se propager, à faire des infections graves. On a les facteurs d'adhésion, on a des enzymes et des toxines. Les facteurs d'adhésion, c'est des protéines de surface qui aident la bactérie à adhérer aux épithéliums ou aux structures inertes, à savoir des corps étrangers, des prothèses. Et elle a la capacité de former des biofilms qui vont la protéger contre l'immunité, les agressions et les antibiotiques. Pour les enzymes, on a vu que pour le Staphylococcus aureus, il a le pouvoir d'élaborer cette coagulase. Cette coagulase qui a un rôle très important, comme son nom indique, elle est responsable de la formation de thrombus. C'est des cailloux. Et ces cailloux vont la protéger contre la phagocytose. Deuxième enzyme importante, c'est la staphylokinase qui va faire l'effet inverse. C'est-à-dire après la coagulation et la formation de thrombus des cailloux, eh bien, ici, elle va faire l'inverse. Elle va être responsable du détachement des petits fragments de ce caillou et qui va engendrer ce qu'on appelle les emboles septiques. Alors, déjà, on utilise le terme des métastases secondaires qui vont être responsables d'autres infections, localisations secondaires plus dans un autre organe. Le troisième pouvoir de cette bactérie, c'est la sécrétion de toxines, l'élévation de toxines qui sont responsables des syndromes spécifiques. Certaines souches peuvent sécréter ce qu'on appelle une toxine, la leucocidine, comme son nom l'indique. Elle tue les leucocytes. Certaines souches peuvent sécréter des toxines, ce qu'on appelle le TSST1, responsable de choc staphylococcique. On va détailler ça après dans la clinique. L'enzyme exofiliatine qui peut être responsable de décollement de l'épiderme. Ça peut donner, on verra toujours dans la clinique, une symptomatologie clinique avec une éruption importante, avec des bulles, des collements. L'entérotoxine, certaines souches peuvent sécréter une tonne de toxines qui sont responsables de TIAC, diarrhée, toxine-infection alimentaire collective. Toujours dans le pouvoir pathogène, en plus des armes du staphylocoque, surtout l'aureus. Et le problème actuel, c'est plutôt les antibiorésistances en communautaire, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Généralement, ils sont sensibles à la méticilline. Mais actuellement, il y a un problème d'apparition de souches résistantes et sans aucun lien avec les soins. Par contre, à l'hôpital, c'est une autre histoire. Le staphylocoque est très résistant et c'est parmi les bactéries qui posent un problème au niveau de santé mondiale parce que c'est la deuxième bactérie responsable de l'infection nosocomiale et il y a une résistance très importante aux antibiotiques. Pour la clinique, on va parler surtout dans ce cours principalement sur le staphylocoque aureus, le coagulase positif, ou appelé encore staphylocoque doré. On verra qu'est-ce qu'il peut donner comme infection, surtout infection cutanée muqueuse. Deuxièmement, on va parler des formes un peu plus graves, c'est plutôt les bactériémies à staphylocoque. Et troisièmement, on va parler des syndromes toxiniques provoqués par la toxine du staphylocoque. Pour les infections par le Staph aureus, dans le cadre de la staphylococcus cutanée muqueuse, il y a des atteintes épidermiques. On a l'impétigo. C'est le même impétigo, pratiquement la première cause de l'impétigo, c'est plutôt le streptocoque, mais le staphylocoque aureus peut donner c'est des vésicules inflammatoires, à bord inflammatoire, avec des pustules qui vont sécher et donner cette fameuse croûte
jaunâtre. Ça touche généralement les enfants, surtout au niveau des crèches. Ça peut être contagieux par manipotage. La particularité du Staphylococcus aureus peut donner un autre type d'impétigo, une dermatose bulleuse. L'impétigo bulleux, c'est pas le même aspect, c'est plutôt des bulles avec un décollement, plein de pus, comme ici, comme dans le cou. Deuxième atteinte provoquée par le Staphylococcus en matière cutanée muqueuse, c'est les atteintes des follicules pilosébacés. Lorsqu'un follicule est atteint, il peut s'infecter, ça donne ce qu'on appelle une folliculite, c'est l'abcès de la gaine d'un poil. Lorsque plusieurs poils infectés ils peuvent se rassembler, donner une infection plus grande, plus importante, on va l'appeler le furoncle. C'est une infection profonde du follicule pilosébacé. Et particularité de ce furoncle, certains gens vont faire ce qu'on appelle une furonculence. C'est des gens qui vont faire des infections cutanées, des furoncles à répétition pendant plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs localisations. Et on verra après comment on les traite. Une forme encore plus grave, surtout chez les diabétiques, les sujets âgés, ça peut donner des infections plus graves, plusieurs furoncles ensemble qui vont donner une infection plus profonde, ce qu'on appelle l'anthrax. Toujours dans les infections cutanées-muqueuses, en matière subcutanée, une infection très fréquente, ce qu'on appelle le panari. C'est sous l'ongle où il y aura une petite infection qui va se permettre d'une collection de pus. Là, le traitement, c'est plutôt un drainage. Il faut drainer, il faut ouvrir et drainer dans le traitement antibiotique. En subcutané toujours, le Staphylococcus aureus peut donner une cellulite, ou bien la définition de ce qu'on appelle la dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante. C'est comme les rhizipèles. Dans cette pathologie de dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante, à 87%, c'est le streptocoque. Mais il faut savoir que le Staphylococcus aureus peut donner cet aspect des rhizipèles. Un placard chaud, non inflammatoire, avec tout la suite généralement d'une plaie ou une petite manipulation. On a terminé avec les infections cutanées muqueuses. On passe maintenant au deuxième volet, c'est les bactériémies à staphylocoque. Là, on a plusieurs formes. On peut avoir des formes graves, très graves, comme la forme fulminante, Staphylococcus baleine de la face. Deuxième forme, c'est la forme des bactériémies avec des foyers métastatiques avec l'occasion secondaire, ce qu'on appelle les septicopioémiques. Le staphylocoque peut donner des infections de l'endocarde, des endocardites. On va parler de formes septiques pures et des formes latentes. Donc, un Staphylococcus baleine de la face, c'est une infection très grave due au Staphylococcus aureus. Généralement, c'est des sujets sains, sans antécédents. C'est des jeunes. Et à l'occasion d'une manipulation d'un furoncle, on essaie de manipuler, ça surinfecte. Et là, brutalement, il y a un début brutal, une altération très importante de l'état général, une fièvre à 40, fièvre, des frissons. Et le furoncle manipulé va faire une extension avec un placard, ce qu'on appelle un placard staphylococcique. Généralement, c'est unilatéral. Les rouges, les violacés. Au départ, il est chaud, puis avec le temps, il va devenir un peu froid, avec des placards pleins de pustules, pleins de pus, sans boulet périphérique. C'est pas le même aspect de l'érysipèle de la face, ça, parce qu'on parle de Staphylococcus baleine de la face, parce qu'il y a quand même des signes de malignité. Malignité surtout générale et locale. Générale, on a vu, c'est un syndrome quand même infectieux très sévère et des signes locaux très sévères. Ça va se compliquer. Après, on a ce qu'on appelle une phlébite. C'est les veines qui vont être thrombosées. Ça donne carrément des œdèmes palpébrales et qui peut évoluer après vers carrément une exophthalmie.
chémosis et exophtalmie. On voit ici la gravité de cette région, dans ce triangle, ce qu'on appelle triangle de la mort en médecine. Parce que toute cette région, le retour veineux est irrigué, ça va rentrer directement vers le cerveau. Ce qui fait toute infection, toute va drainer, avec s'il y a surtout dans le staphylocoque, parce qu'il y a des petites thromboses, des thrombus qui vont être drainés vers l'intérieur, et surtout au niveau du sinus caverneux, ça va provoquer un caillou ici, ce qu'on appelle la thrombophlébite du sinus caverneux, et il y aura une dilatation des veines, c'est pour ça qu'on a ce fameux veine thrombosé et qui peut provoquer même l'éjection du globe oculaire vers l'extérieur, ce qu'on appelle l'exophtalmie. Et ça peut encore se compliquer vers une ophtalmoplégie, vers des méningoencéphalites, des abcès cérébraux et vers le décès. C'est une infection très très grave. C'est une urgence médicale, il faut le savoir diagnostiquer et traiter rapidement. Toujours dans les formes bactériémiques, à staphylocoque aureus, on a les formes septico-polyémiques. C'est l'histoire toujours, c'est une personne qui sont antécédents. C'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde qui peut être infecté par cette infection. Il suffit d'une petite plaie négligée, mal soignée, qui va s'infecter, qui va être responsable du port d'un staphylocoque cutané. Et là, rapidement, quelques jours après, il y a un début brutal. La personne va faire un syndrome infectieux avec frisson, fièvre 40, une altération d'état général, un météose abdominale, splénomégalie et des fois des manifestations cutanées, ce qu'on appelle les pustuloses hémorragiques, on peut les voir dans les extrémités, qui témoignent la présence de trombes, des petits cailloux sanguins qui vont obliturer, qui vont au niveau des extrémités artérielles. Ça donne ces aspects pustuleux avec des pus, même avec des nécroses. La gravité de cette pathologie, surtout pour le Staph aureus, on a vu dans la pathogénie, au point de départ, au niveau de la plaie initiale, il y a une formation par la coagulase des petits cailloux septiques. Et après, il y a des petits fragments qui vont emboliser, qui vont sortir de ce caillou pour migrer vers d'autres organes. C'est ce qui fait la gravité du Staph aureus, ce qu'on appelle les métastases septiques à distance. Donc, là où le caillou va migrer, il peut migrer au niveau pulmonaire, au niveau des os, au niveau de l'appareil urinaire, au niveau de l'endocarde, au niveau cérébral. Dans les causes vésirales, surtout articulaires, si l'embole septique va migrer au niveau de l'articulation, ça va donner des arthrites, ça peut donner des ostéomyélites, comme dans cette image, c'est surtout chez les jeunes enfants. C'est tout l'os, surtout l'os long, qui va être infecté, plein de pus. Ça devient une infection subaiguë. Au niveau de l'urachis, on peut avoir ce qu'on appelle spondylodécite, infectieuse. Et encore, particularité des staphylocoques, ils peuvent infecter le matériel étranger, à savoir une prothèse de hanche mécanique. Il va coloniser et former des abcès. Si l'embole septique migre au niveau pulmonaire, ça peut donner des pneumopathies, des opacités homogènes, avec carrément des abcès, avec des niveaux hydroaériques. Ça peut donner des bulles. Ces bulles qui vont éclater, ça peut donner carrément un pneumothorax. Ça peut donner des pleurésies, des pyopneumothorax. C'est très très fréquent en matière des infections à staphylocoque. C'est des infections pulmonaires. Et c'est des infections qui sont labiles, c'est-à-dire le patient peut avoir aujourd'hui une pneumopathie. 2-3 jours après, si on fait tel thorax, on trouve un abcès. Quelques jours après, on peut trouver un pneumothorax parce qu'on a vu que le staphylocoque, c'est un germe très virulent, très agressif. Il peut provoquer des petites vascularies, des thromboses, ça se nécrose et ça se dissémine rapidement du poumon vers les plèvres, vers les abcès. Et comme c'est une infection qui est très sévère et la prise en charge est lourde. Une particularité pour les infections pulmonaires chez surtout les nourrissons,
qu'on appelle la staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson. Généralement, c'est des malades hospitalisés. Parce qu'au moment de manipulation, une sonde nasogastrique, il peut être infecté par du staphylocoque aureus. Et là, ça donne carrément des pneumopathies dyspnéisantes avec des abcès, des pneumothorax, des pleurésies. Toujours dans le cadre de la forme septicopyrémique, s'il y a une migration urogénitale, on peut avoir des pyélonéphrite, des prostatites, des abcès des reins. Si le thrombose migre au niveau cérébral, on peut avoir des méningites, des abcès cérébraux, des méningoencéphalites. Ça peut donner au niveau musculaire des myosites, c'est-à-dire une inflammation, une infection du muscle. C'est des muscles très douloureuses avec élévation des CPK-LDH. Troisièmement, les endocardites, c'est une infection très grave. Ça peut survenir chez des gens avec des antécédents valvulaires. Le staphylocoque, suite à une infection cutanée par exemple, ou une manipulation, dans le cas de bactériémie, il peut se greffer au niveau des endocardes. Et là, ça donne une forme quand même, une forme sévère parce que il y aura un caillou qui va se former au niveau des valves et beaucoup de thromboses ou de cailloux qui vont migrer directement vers les organes nobles. Ce qu'on appelle ici, par exemple, c'est les pluies d'emboles septiques. Et c'est très délabrant, c'est une extrême urgence. Ça peut évoluer rapidement. Surtout là, s'il y a une infection au niveau du cœur gauche. Une deuxième particularité, c'est l'endocardite à cœur droit. C'est l'apanage surtout des toxicomanes. C'est des gens qui vont s'auto-injecter de la drogue. Et là, ils vont être infectés, ils vont faire thrombophlébite au point d'injection. C'est le staphylocoque qui va pas... C'est rapidement, il va former un caillou et directement, il va contaminer les autres organes. Et surtout, si c'est veineux, il va contaminer le côté droit. C'est moins grave que le côté gauche, mais ça donne plutôt des complications, surtout l'embolie pulmonaire. D'autres formes, on a la forme septique pure. Surtout, on l'évoque, surtout c'est des gens hospitalisés qui ils ont un cathéter, des sujets dialysés ou c'est des gens hospitalisés avec une voie. Ils vont faire une infection locale, ils vont faire un syndrome infectieux. On fait des prélèvements des hémocultures, on trouve le staphylocoque, on ouvre du sang. Rapidement, si on enlève le matériel infecté, ça va disparaître spontanément. Les formes latentes, c'est une symptomatologie qui va évoluer dans le temps, c'est une évolution subaiguë. On peut faire une infection cutanée, une plaie infectée aujourd'hui, mais c'est pas comme la forme septicopyrémique, c'est pas dans quelques heures ou quelques jours, mais c'est plutôt des dizaines, voire des mois après. Le patient peut se plaindre d'une spondylodécite, peut se plaindre d'une pleurésie, d'une pneumopathie. Et là, les hémocultures sont rarement positives. Le diagnostic va se faire surtout en drainant les collections qu'on va trouver le staphylocoque aureus. Troisièmement, on a vu le cutané muqueux, on a vu le bactériémie. Troisièmement, c'est le syndrome toxinique. On a vu au départ que certaines souches, pas toutes les souches de staphylocoque aureus, ont le pouvoir de sécréter une toxine. Donc le syndrome le plus spectaculaire, c'est le choc toxinique staphylococcique, le toxic shock syndrome. Ce syndrome est dû provoquer surtout par cette toxine qui peut être sécrétée par deux bactéries, à savoir le staphylocoque aureus et le streptocoque pyogen. C'est une entité récente, elle a été découverte dans les années 80, surtout avec l'apparition du tampon vaginaux dans les années 80. Il y avait beaucoup de femmes en période menstruelle qui étaient hospitalisées dans un état de choc sévère avec une éruption cutanée, scalandiforme. Et c'était à cause de ce fameux tampon vaginaux parce que on infectait, si c'est les mains infectées, ils ont infecté le tampon et qui va lui infecter le vagin
Si c'est une souche qui est sécrétante de cette toxine, elle va infecter le vagin, ça peut se disséminer. On peut trouver ça, cette infection, surtout c'est des jugés post-opératoires qui peuvent faire ce syndrome, qui fait un début brutal, fièvre, état de choc, une éruption scapuliforme généralisée, desquamante, qui peut amener même vers l'arrière, avec quand même un taux de mortalité qui est élevé à 10%. Dans le même principe, toujours dans les syndromes toxiniques, il y a deuxième syndrome, le syndrome exofoliation généralisée. Pour le nourrisson, le nouveau-né, c'est appelé le syndrome de Ritter, ou bien le syndrome de l'enfant ou de la peau ébullientée. Elle est provoquée par une diffusion de l'enzyme de toxine, l'exofoliatine, sécrétée par certaines souches. Ça donne des érythrodermies. C'est comme des brûlures de deuxième degré. C'est des décollements. On voit ici chez le nouveau-né, c'est des décollements. C'est des nourrissons, c'est des enfants qui sont infectés par un porteur sain, par soit sphère ORL, ou même cutanée. Et la souche va sécréter cette toxine qui est dans ce syndrome sévère. Toujours dans les syndromes toxiniques, les toxi-infections alimentaires collectives ou staphylocoque alimentaire. Ça, par contre, c'est fréquent. C'est des intoxications alimentaires dues au Staphylococcus aureus. D'ailleurs, c'est une cause de 15 à 30% des toxi-infections alimentaires collectives. Elle est provoquée parce que certaines souches peuvent sécréter cette toxine, ce qu'on appelle l'entérotoxine. Entérose, elle a une action sur les enzymes digestives. C'est une toxine qui est thermostable, produite par le Staphylococcus aureus. C'est-à-dire lorsque quelqu'un qui est porteur d'un staphylocoque, en manipulant ou en préparant certains aliments, le staphylocoque peut se trouver dans cet aliment et il peut sécréter une entérotoxine. Même après la cuisson, après, la bactérie peut mourir, mais la toxine, elle est thermostable, ce qui fait qu'elle est thermorésistante, elle peut résister. Et on peut trouver ça surtout dans les pâtisseries, dans les viandes. Et après une incubation très courte, parce que c'est une toxine. Généralement, toutes les toxines, l'incubation est très courte. Rapidement, on a des douleurs abdominales, des douleurs importantes, des vomissements, des diarrhées importantes, aqueuses, liquidiennes, faciles, ce qu'on appelle des diarrhées cholériformes. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de faux besoin, il n'y a pas de glaire, il n'y a pas de sang. C'est des diarrhées aqueuses. Et ça donne rapidement un tableau de déshydratation. Et il n'y a pas de fièvre, parce que ce n'est pas une infection bactérienne, c'est une infection toxinique, c'est comme le choléra, c'est des pathologies où, lorsqu'il s'agit d'une toxine, la fièvre elle est absente. Généralement, l'évolution elle est bénigne. Il faut un traitement symptomatique avec une réhydratation, mais elle peut être sévère chez les sujets, les âges extrêmes, à savoir nourrissons, parce qu'il peut rapidement se déshydrater, et les sujets âgés. On a fait le tour principalement de toutes les infections dues au Staphylococcus aureus, parce que c'est le principal du cours. Maintenant, on va faire un petit aperçu sur les infections à coagulase négative. Là, par contre, c'est plusieurs bactéries, parce que les staphylococcus coagulase négatifs, c'est des bactéries opportunistes, sont inoffensives, mais ils peuvent, par moment, avec des conditions, être responsables de certaines infections, et surtout infections nosocomiales. L'espèce la plus fréquente répandue, c'est le staphylococcus épidermis dans les infections au milieu hospitalier. Donc, il y a des facteurs favorisants. Ça peut toucher surtout les immunodéprimés, les malades hospitalisés avec des voies, des cathéters veineux, des cathéters de dialyse, des matériaux prothétiques. Et une particularité de ces coagulases négatives, ils sont très résistants aux antibiotiques. Les matériels qui peuvent être infectés en matière nosocomiale sont tout type, cathéters veineux, vasculaires, pacemakers, prothèses vasculaires, les valves mécaniques du cœur, les prothèses osseuses. Si on résume, c'est des patients hospitalisés, il y a une voie d'entrée, un cathéter qui va être infecté parce que c'est des germes inoffensifs. Donc, par exemple, l'épidermidis, il vit dans l'épiderme cutané.
il peut infecter la voie, et là, avec une bactériémie, il n'a pas le pouvoir de Staphylococcus aureus, de donner de thrombose, de cas secondaires, mais il a le pouvoir de l'adhésion. C'est comme le aureus, il peut adhérer facilement dans les corps étrangers. S'il trouve une prothèse, il va se fixer, et avec le temps, il va former des abcès, des pus. Et c'est lourd parce que lorsqu'une infection, une prothèse valvulaire infectée, mécanique, il faut la remplacer. Une prothèse de hanche infectée, ça va donner une infection osseoarticulaire longue, traînante. Et le matériel, il faut le changer, il faut l'opérer, il faut rapidement l'opérer et refaire le matériel. Une particularité, on va parler de staphylococcus aureus négatif, c'est le saprophyticus. Par contre, ce germe, il a la capacité d'adhérer au épithélium de la vessie. Il peut résister aux urines. Et c'est un germe très fréquent, on peut trouver chez surtout les jeunes filles, comme responsable d'infection urinaire, de la cystite de la jeune femme. On arrive au diagnostic. Comment faire le diagnostic des infections staphylocoques? On a vu que c'est des infections polymorphes. Pour les infections cutanées muqueuses, c'est des diagnostics cliniques. Une cellulite, un phlegmon, un furoncle, des abcès, c'est cliniquement qu'on va poser le diagnostic. Ce n'est pas nécessaire de faire un prélèvement, sauf dans le cas où c'est un diabétique avec un furoncule, un abcès ou un anthrax très important. On peut faire un prélèvement pour isoler le staphylocoque. Sinon, les autres, c'est clinique. Par contre, pour les bactériémies, il faut faire les hémocultures. Il faut isoler, il faut faire plusieurs séries d'hémocultures. Ce patient vient avec un tableau de fièvre frisson, avec le pont d'entrée. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. C'est pour isoler le staphylocoque. Un, les prélèvements au niveau du sang, parce que c'est une bactériémie. Deux, prélèvements au niveau de la porte d'entrée. S'il y a un abcès, une collection au niveau des genoux, une porte d'entrée, une plaie infectée, on peut faire un écoviolage, prélever. Et troisièmement, on peut isoler le germe dans les localisations secondaires. Ce qui fait qu'on a trois chances d'isoler le germe, soit dans le sang, soit dans la porte d'entrée. Localisation secondaire, s'il fait pleurésie, on va faire une ponction pleurale. S'il fait méningite, on va faire une ponction lombaire. S'il fait une arthrite, on va faire une ponction articulaire et on va trouver des pus, et ces pus, on va le donner au laboratoire pour donner le germe et surtout, ce qui est très important, l'antibiogramme pour savoir est-ce que c'est un staphylococcus aureus sensible aux méticilline ou qu'il est résistant pour ajuster le traitement antibiotique. Pour le traitement, il faut savoir que le traitement se base sur les antibiotiques. Ce n'est pas tous les antibiotiques qui sont actifs. Il y a certaines familles, ce qu'on appelle les antibiotiques antistaphylococciques. Pour bêta-lactamine, c'est les pénicillines, oxacilline, cloxacilline. Les céphalosporines de première génération, céphatoline, céphazouline. On a vu que les staphylocoques, surtout aureus, tous les staphylocoques sont naturellement résistants à l'ampicilline et à l'amoxicilline. Pour les aminosous, la gentamicine, gentamicacine sont efficaces. Les sénagicines, la pristinamycine, appelée commercialement la piostacine, cipraloxacine sont des antistaphes. Pour les formes résistantes à les glycopeptides, à savoir la vancomycine. D'autres antibiotiques sont efficaces, l'acide fusidique, la fusidine, la phosphomycine, la rifampicine, le corticomazole bactérien. Tous ces antibiotiques ont une action contre le staph. Ça, c'est un tableau des principaux antibiotiques avec mode et voie d'administration, posologie chez l'enfant par kilo et l'adulte. Par exemple, pour le céphazolipre C1G, c'est 100 mg kg chez l'enfant, 4 à 8 mg pour les formes sévères chez l'adulte. Donc pour les indications, une bactériémie, il faut
une antibiothérapie en IV et en bithérapie synergique. C'est-à-dire pour un MTS sensible, on donne un PNM, CNG par exemple, plus gentamicine aminoside. Pour une souche résistante, c'est glycopeptide, la vancomycine, plus aminoside. La durée d'une bactériémie, c'est 1 mois, 4 semaines. Une endocardite, si c'est un staph sensible, PN1 plus Genta, résistant, on peut aller jusqu'à une trithérapie, glycopeptide vanco, Genta, plus ou moins rifampicine. La durée est plus longue, c'est 6 semaines. L'os articulaire, c'est selon le germe sensible, c'est PNM, IV au départ, 1 semaine, 10 jours, puis relais et en bithérapie, fluoroquinone, rifampicine. MTR, c'est la vanco. L'os articulaire, ça dépendra de l'os. Ça prend de 6 semaines jusqu'à 3 mois. Le spondylodécite, c'est minimum 3 mois. Dans les formes méningées, méningite, méningoencéphalite, abcès cérébral. Pour le MTS, on donne le céfotaxime plus phosphomycine. Céfotaxime, c'est céphalosporin de 3e génération. Il a une petite action, on ne peut pas le donner seul, il faut l'associer à la phosphomycine. On ne peut pas donner les CNG parce que les CNG, céphalosporin de 1re génération, ne passent pas la barrière méningée. Pour le MTR, c'est vancomycine plus rifampicine. La durée minimum pour une méningite, c'est 2 semaines. Pour un abcès, c'est plus. C'est jusqu'à 3 mois, jusqu'à disparition de la collection. Ce qui est très important en matière d'infection à staphylocoque, surtout à Staphylococcus aureus, c'est ne pas oublier de traiter la porte d'entrée et la localisation secondaire. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui fait une plaie infectée au niveau du talon, je le traite. Mais s'il y a une collection au niveau du talon, s'il y a un corps étranger, une épine, je dois faire un parage, je dois nettoyer la plaie pour enlever le matériel étranger qui existe et le stériliser. On a vu que le Staphylococcus aureus a le pouvoir d'adhérer, surtout s'il y a un matériel étranger. S'il adhère, même si on donne un traitement antibiotique adéquat, et on a vu lorsqu'il s'adhère, il se forme un biofilm, il se protège, ils font des cailloux. Et le biofilm, le caillou, ça va le protéger contre les antibiotiques et contre la phagocytose. Si on donne un traitement antibiotique, on va stériliser le sang, mais la porte d'entrée, il est toujours présent. Une fois qu'on arrête le traitement antibiotique, il peut réapparaître. La même chose pour l'éducation secondaire. Je traite un patient pour une bactériémie, mais je dois traiter une pleurésie purulente, nécessite un drainage. Parce que le staphylocoque, le traitement antibiotique seul, c'est pas suffisant. Pleurésie de 500 cc, 700 cc de pu, on ne peut pas le traiter par traitement antibiotique, il faut drainer. La même chose pour les abcès, collections, une arthrite importante. Toujours, drainer les collections. Toujours en matière pour malades hospitalisés, c'est la même chose. Un patient qui fait une bactériémie, parce qu'il a une sonde urinaire infectée, parce qu'il a une sonde cathéter infectée, il faut enlever les cathéters. Parce que même sous traitement antibiotique, si le staphylocoque, qu'il soit coagulase négatif ou positif, parce qu'ils vont se fixer, le traitement antibiotique n'est pas suffisant, il risque de rechuter après. C'est très important, il ne faut pas oublier de retirer le matériel infecté. Et pour les prothèses infectées implantées, par exemple une valve cardiaque, une prothèse de hanche, malheureusement, le traitement ne sert que refroidir. Il faut toujours les enlever parce que ça va se redéclencher après. On a vu que les infections à staphylocoque, les infections sévères, c'est très important de prévenir. Surtout en milieu hospitalier, parce qu'on a vu 30% de la population, c'est des gens qui sont porteurs du staphylocoque permanent. La moitié, c'est des porteurs intermédiaires. C'est-à-dire c'est un médecin, un paramédical, un soignant qui est porteur et qui est en train de manipuler ou de poser des voies, des cathéters, il peut infecter le patient.
Là, il faut faire un dépistage. S'il y a une infection nosocomiale à staphylocoque, automatiquement, il faut toujours chercher c'est qui la personne qui est porteuse par des prélèvements, un prélèvement nasal. La même chose pour la restauration. S'il y a une intoxication alimentaire collective, il faut toujours chercher le porteur. Et pour éviter tout problème, c'est très important pour les gens soignants et aides-soignants, et même restaurateurs, c'est de bien se laver les mains pour éviter la transmission. Le deuxième problème qu'on a vu du Staphylococcus aureus, c'est la résistance, parce que surtout l'automédication et l'utilisation abusive des antibiotiques, il faut maîtriser cette prescription pour préserver notre arsenal thérapeutique. Pour les gens porteurs, ou pour les gens qui ont, on a vu le problème de furonculose à répétition, ce qu'on appelle, on va faire éradication une fois qu'on va identifier le porteur, ou bien un patient qui se plaint de furonculose à répétition. On a vu que le staphylocoque s'héberge principalement au niveau nasal. Ben, il faut éradiquer le staphylocoque. Il y a, par exemple, cette pommade un antibiotique antistaphylococcique, le Bactroban, ou bien le Fusidine. On peut l'utiliser 2 fois par jour pendant une semaine, avec un nettoyage, avec des douches antiseptiques. Ça peut éradiquer. Si ça ne marche pas, il faut refaire. On arrive à la fin. Donc, on a vu que les infections à staphylocoque sont très polymorphes. Ça peut être une petite infection cutanée, épidermique. Ça peut aller jusqu'à des formes encore plus graves, polyviscérales, ou bien des formes toxiniques. Actuellement, le problème majeur des staphylocoques, c'est l'apparition des souches résistantes à la méticilline, qui pose un problème même en communautaire, et surtout un problème très important au niveau des infections nosocomiales. Et on arrive à la fin. Pour les gens qui veulent faire vous pouvez trouver des informations sur le PILI, le CMPILI, GMC mode infectieuse, et je vous remercie pour votre attention.